Radio Mali, il est 13h. Le journal. Barakissa Ouattara. Le poisson à l'honneur sur les berges du fleuve Niger. La 3e édition des Journées du poisson a ouvert ses portes hier et ce durant 3 jours. C'est une initiative de l'interprofession de la filière poisson pour permettre aux acteurs du secteur de montrer leur savoir-faire. Une initiative soutenue par la Banque mondiale à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Vulgarisation du rapport 2023 de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite auprès de la population. Cette démarche de l'OCLI vise à mettre fin aux pratiques corruptives et à l'enrichissement illicite. La Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence vient d'incinérer près de 120 tonnes de produits alimentaires périmés pour une valeur marchande de 800 millions de francs CFA. En sport avec Isaac Chinou, nous parlerons d'athlétisme et de football avec la compétition africaine des clubs ainsi que le championnat national de Ligue 1 professionnel dont la 7e journée démarre aujourd'hui vendredi. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est parti pour la 3e édition des Journées du Poisson, initiée par l'interprofession de la filière poisson en collaboration avec l'APECAM. Ces journées visent la promotion et la valorisation de ce sous-secteur vital pour l'économie de notre pays. Pendant 3 jours, il s'agira pour les acteurs du secteur de mesurer le chemin parcouru et d'identifier les défis et de proposer des solutions. Ce 3e rendez-vous, qui a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, est placé sous la haute présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Une 3e édition rendue possible grâce à des partenaires comme la Banque mondiale qui a accompagné l'interprofession à hauteur de 7 milliards de francs CFA à travers un volet du projet de restauration des terres dégradées. Le compte rendu avec Boubacar Bablentouri. Après une première et 2e édition des Journées du Poisson qui ont comblé les attentes des acteurs de l'interprofession de la filière poisson du Mali, revoilà la 3e édition. Les dites journées sont donc devenues incontournables. Ce rendez-vous annuel regroupe les différents acteurs, décideurs et partenaires. Ensemble, ils mènent la réflexion sur les avancées enregistrées afin d'identifier les défis auxquels le secteur est confronté. Cheikh Oumar Diaouré Maïga, président de l'interprofession filière poisson. Convaincu qu'avec le soutien continu du gouvernement et des partenaires, nous pourrons relever les défis de notre sous-secteur et les rendre plus compétitifs, plus inclusifs et plus durables. Nous demandons l'inscription à l'ordre du jour au prochain Sénat, l'institutionnalisation des Journées du Poisson. Youbaba, ministre de l'Élevage et de la Pêche. Ces journées s'inscrivent en droite ligne de l'axe 3 de la feuille de route instruite au gouvernement par le président de la transition, chef de l'État. Elles sont un espace d'échange, de rencontre, de sensibilisation et d'information de la pêche et de l'aquaculture. Pour mieux accompagner l'interprofession dans sa dynamique d'assurer une autosuffisance alimentaire, plusieurs partenaires dont la Banque mondiale, elle met à la disposition de l'interprofession filière poisson 7 milliards de francs CFA à travers la signature de 2 conventions. Des conventions en lien avec le ministère en charge de l'environnement à travers un volet du projet de restauration des terres dégradées. Abdraman Koulibaly, représentant de la Banque mondiale. Au Mali, la pêche artisanale est un pilier essentiel de l'économie nationale. Elle ne se limite pas seulement à la fourniture de produits alimentaires, mais constitue également un vecteur majeur de création d'emplois et de réduction de la pauvreté. En effet, la pêche artisanale mobilise 70 000 travailleurs directs et génère 285 000 emplois indirects, représentant ainsi 7% de la population active. Cette 3e édition, en plus d'être un espace de rencontre, donne l'opportunité aux acteurs de démontrer leur savoir-faire. Mahmoudou Kassongué, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Nous avons un besoin annuel de 300 000 tonnes de poissons, alors que nous produisons autour de 130 000 tonnes, donc ce qui est largement en deçà de nos besoins. Donc nous pensons que l'organisation d'un tel cadre va permettre aux différents acteurs d'échanger et de voir comment trouver une solution et combler ces déficits de production. Au programme de ces journées qui se tiendront du 9 au 11 janvier, une foire d'exposition du savoir local,
des conférences débats, une course de pirogue avec à la clé le Grand Prix du président de la transition. Après sa présentation au président de la transition le 29 novembre dernier, le rapport 2023 de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite se vulgarise auprès de la population. Il s'agit d'un document de 138 pages décortiqué hier à la faveur d'un atelier ici à Bamako. Atelier qui intervient dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre l'enrichissement illicite pour et par l'égalité des genres. Tchemoko Konati. Disponible depuis novembre dernier, le rapport 2023 de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite révèle une fois de plus que la prévalence du phénomène est toujours à un stade préoccupant. À titre d'illustration, 29 dossiers ont été transmis aux juridictions compétentes. Cette étape de la répression est consécutive à celle de la sensibilisation qui occupe une place de choix dans l'agenda de la structure. Dr Djibril Koulibaly, membre du conseil de l'OCLEI. En plus de la sensibilisation, nous avons fait des études. Ça concernait surtout l'impact des sociétés minières. L'OCLEI a signé des conventions, des partenariats avec des structures sœurs, mais aussi nous avons participé à la 10e session des Nations Unies de lutte contre la corruption, à la 6e session des autorités africaines de lutte contre la corruption. Notre dynamisme qui a prévalu même que l'OCLEI est devenu le premier vice-président de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique. Ce sont là, entre autres points saillants de ce document faisant objet de vulgarisation à la faveur de cet atelier, une activité à caractère d'éducation citoyenne. Elle s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres. Draman Yacouba Diallo, directeur du projet. C'est une démarche essentielle pour renforcer la transparence, promouvoir l'égalité des genres et consolider les bases d'une gouvernance juste et équitable dans notre pays. L'OCLEI, à travers son rapport annuel, ne se limite pas à présenter des données ou de dénoncer des dysfonctionnements. Il nous offre des clés de compréhension des mécanismes de gestion publique et des pratiques corruptives et d'enrichissement illicite. Cette séance de vulgarisation découle de la bonne santé des liens de partenariat entre les parties qui cheminent dans l'unique but de préserver les deniers publics. Opération d'incinération dans la commune rurale de Diogar, celle de Kati. C'est une initiative de la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence qui vise à protéger les consommateurs et assainir le marché de Bamako. C'est près de 120 tonnes de produits alimentaires périmés estimés à 800 millions de francs CFA qui sont partis en fumée. Benogo Fofana nous en dit plus. Protéger les consommateurs tout en leur permettant d'accéder à des produits de meilleure qualité sur les marchés de Bamako. C'est dans cet état d'esprit que la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence a procédé ce mercredi à l'incinération d'une quantité importante de produits alimentaires jugés avariés par la dite structure. Le but de cette incinération est de protéger la population face aux dangers liés à la consommation de ces produits. Fousseini Bamba, directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako. Ça peut à 120 tonnes de produits impropres comme ça qui sont en train d'être détruits et d'une valeur à peu près de 800 millions. Ces produits ont fait l'objet de saisies provisoires à notre niveau et les dossiers ont été transmis au tribunal. Donc à la suite de ça, on a les ordonnances actuellement. Nous sommes là pour détruire ces produits-là, pour que ces mêmes produits-là ne se retrouvent pas encore sur le marché. L'opération d'incinération s'est déroulée dans la commune rurale de Diogar, cercle de Kati. Elle est saluée à plus d'un titre par le représentant des consommateurs. Celui-ci invite l'ensemble des consommateurs à soutenir la direction régionale du commerce pour la réussite de sa mission. Makan Fofana, représentant de l'ASCOMA. Imaginez 120 tonnes de produits avariés déjà dans le marché. Et ça, c'est l'investigation d'un mois. Imaginez ce qu'il y a encore dans le marché. Donc, tout ce que nous demandons, c'est de vraiment persévérer dans cette dynamique. Que l'État donne les moyens nécessaires pour persévérer et aux consommateurs vraiment qui mettent le paquet pour dénoncer. Cette opération d'incinération s'est achevée dans les meilleures conditions sous l'œil vigilant des agents de la protection civile. En 13e région, l'Union locale des producteurs de céréales a lancé hier 2 projets intervenant dans le domaine de l'agriculture. Le premier projet AgriFood FRN veut renforcer le réseau de recherche agricole pour soutenir la transformation du système alimentaire. Le second, Autopromotion agricole, vise le renforcement de la résilience agricole et l'autonomisation des femmes rurales. Ils sont tous deux mis en œuvre par l'Union locale des producteurs de céréales, nous dit Moustapha Doumbia.
Le projet d'autopromotion agricole pour la résilience et l'autonomisation des femmes rurales est un financement de l'ONG Agra, mis en œuvre par l'Union locale des producteurs de céréales en partenariat avec l'entreprise Ecotech Mali. Son coût est de plus de 200 millions de francs CFA pour une durée de 3 ans. Il intervient dans 3 communes de la région de Koutiala, une commune de Koulikoro et 6 communes de la région de Dioïla. Hamidou Aïdara, directeur des opérations de Ecotech Mali. Les activités qui seront mises en œuvre, ça va commencer par la mise en place des champs de démonstration. Ces champs vont servir de champs témoins. Sur ces champs, on va faire la formation des femmes rurales sur les semences biocertifiées. Également, ils vont recevoir des formations sur l'entrepreneuriat. Il y aura aussi la distribution des semences certifiées. Le lancement du projet d'autopromotion agricole est couplé à celui du projet AgriFood FRN au renforcement du réseau de recherche agricole pour soutenir la transformation du système alimentaire. Ce dernier est exécuté par l'Union locale des producteurs de céréales en partenariat avec Ikrizato. Yalali Traoré, coordinateur de l'Union locale des producteurs de céréales. Dioïla, c'est une zone agro-silvo-pastorale. C'est des initiatives vraiment qui vont améliorer la productivité, les conditions de vie vraiment des femmes rurales dans la zone de Dioïla. En termes d'accès au marché, en termes d'accès au financement, en termes d'accès vraiment aux équipements de production. Alidji Banya, préfet du cercle de Dioïla. Il faut retenir qu'à travers ce projet, 40 000 petits producteurs seront touchés directement. Nous devons profiter de cette opportunité pour combattre les défis liés au changement climatique. D'autres partenaires, dont l'IR et l'IITA, sont impliqués dans la mise en œuvre des 2 projets, Dioïla, Moustapha Doumbia et Issaba, pour l'ORT. Direction à présent 100, où les travaux d'entretien des écoles qui ont abrité les déplacés et sinistrés d'inondations avancent à hauteur de souhait. C'est le constat fait par le gouverneur de la région qui s'est rendu sur le lieu. Il faut rappeler que le Comité national des risques et catastrophes a mis des fonds à la disposition des collectivités pour les réhabilitations de ces écoles qui ont servi d'abri aux sinistrés. 200, la correspondance de Drissa Koni. Cela fait déjà quelques jours que ce groupe démarre à l'école Farakolo premier cycle. Plusieurs blocs de l'établissement sont en chantier. Maçons, soudeurs et autres travailleurs sont à pied d'œuvre. Il s'agit là de la mise en œuvre des fonds d'entretien et de réhabilitation des écoles ayant abrité les sinistrés d'inondation. Ces fonds ont été mis à la disposition des collectivités territoriales. Félicité Diarra, maire de la commune urbaine de San. Cette œuvre est venue des plus hautes autorités du Comité national de réduction des risques et catastrophes présidé par le Premier ministre. À San, il y a 2 établissements qui sont concernés. Ici, à l'école de Farakolo et aussi l'école de Médine. Très bientôt, les travaux vont être finalisés. Youssouf Tera, directeur de l'école Farakolo premier cycle. Les travaux concernent la réhabilitation des sols, les plafonds. Ensuite, il y a les pompes à motricité humaine qu'on doit transformer en château d'eau. Et il y a les latrines aussi qu'on doit aussi retoucher. Bon, maintenant, les fenêtres aussi sont en train de mettre des battants qui sont tombés, on est en train de les réhabiliter. Le chef de l'autorité régionale venu constater de visu les travaux s'est dit optimiste. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San. Les travaux effectués au niveau de l'école, c'est satisfaisant pour le moment. Tout n'est pas totalement terminé, mais ce qui a été fait, je pense que ça mérite d'être apprécié. Voilà, vous avez visité une salle de classe qui est pratiquement terminée, la direction qui est en état de réparation. Donc, d'une manière générale, les travaux se poursuivent ici normalement. Et on demande à l'entreprise quand même d'aller un peu plus vite pour que les travaux puissent prendre fin dans un meilleur délai. Et enfin, le gouverneur s'est rendu dans une classe de 9e année où il a appelé les élèves à l'assiduité et au travail. Selon ses mots, le DF commence dès la rentrée des classes. Sans Drissa Kone et Sedou Kamena pour le RTM. Les nouvelles à l'international en Guinée, le gouvernement suspend les mouvements politiques sans autorisation administrative préalable. En octobre 2024, les autorités guinéennes avaient dissous 53 partis. L'annonce a été faite dans un communiqué lu à la télévision nationale dans la soirée. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Ibrahima Khalil Kondé, a dit regretter la prolifération des mouvements politiques sans autorisation administrative préalable
En conséquence, il est demandé à tous ces mouvements politiques de cesser immédiatement leurs activités et de soumettre une demande d'autorisation administrative auprès du ministère pour leur existence légale, ajoute la déclaration présidentielle en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara ne s'est pas prononcé sur sa possible candidature à la prochaine élection prévue le 25 octobre prochain. Néanmoins, il s'est dit désirer de continuer de servir son pays tout en assurant que cette élection sera paisible, démocratique et transparente. Au Bénin, 28 militaires ont perdu la vie mercredi dernier dans une attaque terroriste au nord du pays. La position visée est un site fortifié de l'opération Mirador. Il a été attaqué à l'arme puis incendié selon des sources sécuritaires. Le dispositif Mirador n'a jamais perdu autant d'hommes dans une attaque depuis son déploiement dans le nord en 2022. Le général Joseph Aoun est le tout nouveau président libanais élu hier. Son élection met fin à une vacance de plus de 2 ans à la tête du pays. Il a obtenu 99 voix sur 128 au Parlement. Lors de son premier discours, il promet des changements à la tête d'un pays en pleine crise. Les défis sont énormes pour le nouveau locataire du palais de Babda. Ce général de 61 ans succède ainsi le général Michel Aoun. Aux États-Unis, l'ancien président américain Jimmy Carter a été conduit dans sa dernière demeure hier. Les funérailles nationales s'y sont tenues à Washington, à la cathédrale nationale, où d'anciens présidents, dont Ronald Reagan ou encore George Bush, avaient reçu les mêmes honneurs. Mali Actualité, il est 13h passé de 15 minutes. Sport, athlétisme, la Boston Athletics Association, organisatrice du marathon de Boston, a annoncé les têtes d'affiche pour l'édition 2025. Football, compétition africaine des clubs, la Ligue des champions et la Coupe de la CAF joueront ce week-end à la 5e journée. Sur le plan national, le championnat national de Ligue 1 professionnel, la 7e journée démarre aujourd'hui vendredi. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chenou. On commence par le football sur le plan national. Championnat national de Ligue 1 professionnel. La 7e journée commence au stade Mamadou Konaté à 16h. Afé accueillera l'US Bougouni. Juste après, Étoile du Mandé jouera contre l'FC Diarra. Pendant qu'au stade de Salif Keita de Kati, la rencontre Isfas US Boukouba démarrera à 15h45. Dimanche, il y aura AS Al-Bamako, AS Bakardian et AS Police Binga FC au stade Mamadou Konaté. Les matchs se joueront respectivement à 16h et à 18h. Les oppositions Joli Basco et Sabal de Mbako 11 créateurs se joueront à une date ultérieure. C'est là à raison de la sortie du Sabal de Mbako et du Joliba en compétition africaine des clubs. Justement, en compétition africaine des clubs, Ligue des champions, la 5e journée commence cet après-midi avec la rencontre MC Alger et TP Mazembe. La suite des rencontres, c'est pour demain et après-demain. Déjà demain, l'AS Mamena Union jouera contre Mamelou Sound d'Afrique du Sud. Le Stade d'Abidjan accueillera El Ali d'Égypte. Sagada Esperança recevra Pyramide FC et Phare de Rabat en découdra avec Raja de Casablanca. Dimanche, le Djoliba accueillera ici à Bamako, au stade du 26 mars, l'Espérance de Tunis. Il y aura également Orlando Pirates d'Afrique du Sud, CRS Belouizdad et El Hilal de Tourman, Young Africa de Djigui Diarra. Pour ce qui est de la Coupe de la CAF, la 5e journée se jouera dimanche. Outre Salenbosch d'Afrique du Sud, Sabana de Bamako, il y aura Deportivo Luanda et Renaissance Berkane. Orapa United USM d'Alger et Imba El Nasri, FC Bravos Simba SC, CS Constantine, CS Facien, Giraffe Asek Mimosa et Black Bulls Zamalek. Athlétisme pour terminer, la Boston Athletic Association, organisatrice du marathon de Boston, a annoncé les têtes d'affiche pour l'édition 2025. Après 2 victoires consécutives en 2023 et 2024, la Kenyane Hélène Obiri tentera de faire la passe de 3 le 21 avril. À 35 ans et après avoir fait la plupart de sa carrière sur demi-fond, elle s'est lancée sur marathon en 2022. Elle fera donc face notamment à sa compatriote Edna Ekliplaga et l'américaine Desiree Linden. Toutes deux ont déjà remporté l'épreuve. Chez les hommes, l'Éthiopien Sissé Lema reviendra défendre son titre.
Et c'est la fin de cette édition que vous pouvez retrouver sur nos plateformes digitales. C'est une présentation de Baraki Sawatara avec la complicité technique de Bintou Traoré, une réalisation de Lala Dambile et Awa Traoré sous la coordination de Brahma Traoré. La mise en ligne est assurée par Amadi So. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Siaka Konaté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dambele. Bonne suite de programme.